Europe Soir. Et sur Europe 1, c'est le face-à-face. On passe au débat avec vous, Nicolas Poincaré. Débat entre Natacha Polony et Sylvain Courage de l'Obs. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Et si vous nous parliez de ceux qu'on appelle les petits candidats, ceux qui vont disparaître dimanche, ceux qui ne visent pas le deuxième tour, mais qui se présentent pour défendre leur cause souverainiste ou trotskiste, par exemple. Natacha, est-ce que certains, d'après vous, ont déjà réussi ? Est-ce qu'il y en a qui ont fait une bonne campagne jusqu'à présent ? Alors oui, pour une raison simple, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui du coup ne se posent plus la question en ces termes, c'est-à-dire de savoir s'ils viennent là juste pour défendre leur cause, mais pas plus que les candidats dits grands, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui défendent des idées. Ces idées ne remportent peut-être pas le même succès, d'abord parce qu'elles ne sont pas appuyées sur un parti qui a une histoire, qui a gouverné, etc. Enfin, après tout, dans l'état actuel de la politique française, ne pas avoir gouverné n'est pas forcément une tare vu le résultat. Et surtout, il faut se souvenir du débat qu'il y a eu en 1962 quand le général de Gaulle a décidé de faire l'élection du président de la République au suffrage universel. Il y a eu un débat en Conseil des ministres et certains, par exemple Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, étaient pour entre 1000 et même 5000 parrainages. Et De Gaulle leur a dit non, parce que ça revient à faire un suffrage censitaire. Surtout, Giscard proposait carrément de prendre un collège de grands électeurs qui décideraient qui avaient le droit de se présenter. Il leur a dit non. Pourquoi vous avez peur du peuple français ? Le peuple décidera. Et donc, à l'époque, ils ont mis 100 parrainages. Aujourd'hui, c'est les gens qui en ont 500. Il y en a peut-être qui semblent un peu folklorique, pour reprendre le terme qu'employait à l'époque le général de Gaulle. Eh ben, le peuple français décidera. Alors après, ceux qui ont émergé, évidemment, tout le monde a noté Philippe Poutou. Mais Philippe Poutou, à la limite, c'est celui qui a réussi à faire une campagne médiatique. C'est-à-dire, il plaît à certains médias qui d'ailleurs ne voteront pas pour lui, mais qui ont trouvé ça formidable, qu'il se moque du système médiatique, qu'il se moque d'on n'est pas couché. Bon, on ne parle pas de politique. Parlons de politique. Sur le reste, il y a des candidats qui ont rappelé 2-3 petites vérités. Par exemple, quand je crois que c'est François Asselineau dans le débat à 11 qui dit à un moment, mais tout ce que vous dites là ne peut pas être fait dans le cadre des traités européens. Cette remarque-là nécessite ensuite qu'on y réponde. Ça ouvre un débat. Ces petits candidats, Nicolas Dupont-Aignan par exemple, qui n'est pas d'ailleurs un petit, lui c'est un moyen, c'est-à-dire qu'il est entre les deux. Il n'arrive pas à franchir le cap pour être considéré comme un grand. Enfin, vu comme Benoît Hamon descend à un moment, dans 3 mois, les courbes pourraient se croiser. Mais bon, et puis, donc, il n'est pas non plus un petit, mais lui, les autres, on parlait de souveraineté, on parlait de la question de la recréation d'emplois, de filières industrielles, agricoles, comment on s'émancipe de la finance internationale. Vous vous souvenez, l'adversaire de François Hollande. Ça vaut peut-être le coup. Si ça force les autres aussi, les candidats dits grands, à aller sur des sujets qui sont des sujets cruciaux, eh bien c'est une réussite pour les Français. Donc vous nous dites, globalement, tous ces petits candidats font une bonne campagne. Sylvain Courage. Oui, c'est vrai qu'ils participent quand même à la démocratie parce que ils s'expriment librement, ils ont accès aux grands médias, ils aiguillonnent les grands candidats. Après, c'est vrai que ça rend un petit peu le débat confus à la fin. C'est-à-dire que on aimerait que les grands candidats s'expliquent sur les options principales qu'ils proposent pour le pays et qui vont être celles qui s'affronteront à la fin. Et ça gêne un petit peu. Donc il y a un problème quand même de répartition du temps de parole qui fait que vous allez avoir quelqu'un comme Jean Lassalle qui va bénéficier du même temps de parole que François Fillon, Emmanuel Macron ou Marine Le Pen. Ça pose quand même un léger problème de crédibilité, même si Jean Lassalle a certainement des choses à dire, mais cette stricte égalité embarrasse un petit peu la campagne en fin de parcours. Mais c'est vrai qu'ils apportent quelque chose. Alors il y a des spécificités françaises. Il y a 2 trotskistes, plus un troisième si on rajoute Mélenchon qui est un gros candidat, mais il y a quand même 2 trotskistes qui manifeste une. Enfin, il a été. Son programme n'est pas trotskiste. Non, son programme n'est pas trotskiste, mais ce que je veux dire, c'est que la tradition du trotskisme en France produit à chaque élection plusieurs candidats. Il y a des souverainistes. À l'évidence, et c'est les deux grandes catégories de petits candidats, et du coup, ils secouent un peu l'establishment, c'est sûr. Chacun à leur façon. Natacha Polony, c'est vrai qu'on a au minimum 2 trotskistes à chaque fois que c'est. Il n'y a qu'en France qu'on voit ça. Oui, mais si vous regardez, ils n'ont pas le même positionnement. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que d'abord, le nouveau parti, le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, est totalement sur les questions sociétales, alors que Lutte ouvrière est sur des questions économiques et resté un véritable parti marxiste. Le NPA, c'est police partout, justice nulle part, etc. C'est-à-dire totalement post-68 art. Et ils ont une différence majeure sur la question du rapport à l'islamisme, où là,
NPA. Lutte ouvrière critique la complaisance du NPA sur l'islam politique radical et critique la façon dont le NPA a accepté de figurer avec des gens qui, aux yeux de Lutte ouvrière, sont totalement réactionnaires, avec une espèce de volonté d'emprise de la religion sur la société. Donc c'est assez intéressant de voir la différence. C'est comme le Festival de Cannes, finalement, il y a la grande compétition, des grands films qui peuvent prétendre à la Palme d'Or, et puis il y a des petites sections dans lesquelles il y a des petits films d'auteurs qui peuvent révéler des choses. C'est vrai, mais moi ce que j'aimerais, c'est que les questions que posent ces candidats-là, eh bien les candidats des partis de gouvernement y répondent, parce que pour l'instant, si la France est dans cet état-là, c'est parce que les candidats des partis de gouvernement n'ont jamais répondu à ces questions-là. C'est très gentil de s'emplafonner sur un demi-point de TVA ou des postes de fonctionnaires en plus ou en moins. Mais quand on oublie le contexte international autour, quand on oublie le fait que les États, par exemple, sont totalement dépendants des marchés financiers parce qu'on a décidé qu'ils devaient l'être, parce qu'il y a des lois qui empêchent les États de se financer auprès de leur propre banque centrale, enfin tout ce genre de choses, tant qu'on ne pose pas ces questions-là, les promesses des candidats dits sérieux, eh bien, ne sont pas plus sérieuses que les programmes des petits candidats. Bon, Sylvain Courage, puisque vous nous disiez que c'est comme le Festival de Cannes, votre palme d'or, votre palme du meilleur acteur, vous la donnez à qui? Je sais pas, mais moi j'ai été quand même frappé par Dupont-Aignan, qui a été assez habile, parce qu'au départ il était évincé du premier débat du premier tour, et finalement il a retourné à son avantage, alors en utilisant les médias beaucoup, mais finalement il fait une campagne qui est plutôt efficace. Alors c'est pas un nouveau venu, mais parmi les petits candidats, c'est sans doute celui qui tire le mieux son épingle du jeu en termes d'engagement, de promesses électorales. Et puis bon, il y a effectivement Poutou qui a une grosse cote, parce que voilà, c'est le personnage sympathique, le Louvrier qui dit son fait et qui a été extrêmement clair lors du deuxième débat. Donc voilà, pour moi, les deux qui ont le mieux réussi. Et pour Natacha Polony? Écoutez, moi je les remercie tous pour l'ensemble de leur œuvre, parce qu'ils incarnent quelque chose du peuple français. Comme à l'école des fans. Exactement. 10 sur 10 pour tout le monde d'après Natacha Polony. Et après, le peuple décide. Merci beaucoup. Le débat des éditorialistes entre Natacha Polony et Sylvain Courage de l'Obs. C'est maintenant l'édito étranger avec Isabelle Horry. Bonsoir Isabelle. Bonsoir Nicolas. Vous êtes en ligne en direct avec nous depuis Bruxelles. On va naturellement parler de la Turquie, où le oui l'a emporté au référendum d'hier. C'est une victoire contestée aujourd'hui par les observateurs internationaux, mais c'est une victoire tout de même pour le président Erdogan, qui va maintenant pouvoir étendre encore un peu plus ses pouvoirs. Mais du point de vue des Européens, que vont-ils faire, Isabelle ? Eh bien, ils vont devoir se pencher sur la nature de leur relation avec la Turquie. Alors, pas forcément tout de suite, mais à terme, là, ils n'ont vraiment plus le choix. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la concentration de quasiment tous les pouvoirs entre les mains du président, il pourra même nommer les juges, c'est contraire aux normes européennes, incompatible avec nos valeurs. Et dans sa réaction cette nuit, la Commission européenne le souligne clairement. Elle écrit que les changements de la Constitution et leur mise en œuvre vont être examinés à la lumière des obligations de la Turquie en tant que pays candidat à l'Union. En clair, logiquement, si Erdogan met en œuvre ce qui a été voté, eh bien, il claque la porte. Beaucoup de spécialistes le disent ce soir, après les purges des derniers mois, après ce référendum, eh bien, l'idée d'adhésion est vraiment morte. Alors, vous voulez dire qu'on va vers une rupture complète entre l'Union européenne et la Turquie ? Eh bien, pas encore, pas tout de suite, pour plusieurs raisons. Alors, la première, elle tient à Erdogan lui-même. Il n'a pas eu les 60% des voix qu'il espérait. Alors, comment va-t-il réagir maintenant ? Un diplomate me disait cet après-midi, logiquement, ça devrait plaider pour qu'il se calme. Et le problème, c'est qu'il n'est pas comme nous. Alors, les Européens restent prudents. Ils ne veulent pas être ceux qui provoquent cette rupture. Et c'est la deuxième raison pour laquelle des paroles définitives ne seront certainement pas prononcées trop vite. Il faut garder une forme de dialogue avec la Turquie parce que c'est un allié en Syrie contre Daesh, parce qu'aussi elle continue d'appliquer le pacte migratoire. Alors certes, pendant la campagne, il y a eu des insultes, des Européens traités de nazis, des menaces, mais au milieu de tout ça, eh bien, Ankara continue à verrouiller le chemin de la Grèce et à recevoir les milliards européens. Ça se passe discrètement, mais ça se passe toujours. C'est bien qu'on finit par se demander, Isabelle, mais à quelle extrémité faudrait qu'Erdogan arrive pour que les Européens se fâchent vraiment ?
Ça, je peux vous le dire quand même. Il faudrait qu'il rétablisse la peine de mort. C'est la ligne rouge. À Bruxelles, on répète depuis des mois. S'il met à exécution sa menace d'organiser un référendum sur ce point, comme il l'a dit hier soir, ce sera le signal de la rupture. Là-dessus, il y a un consensus européen. Mais on n'en est pas encore là. Et en attendant, on reste encore dans le flou, dans cette zone grise. L'adhésion est cliniquement morte, mais on ne le dit pas officiellement. Ensuite, il faut inventer une nouvelle forme de partenariat avec la Turquie, mais personne n'a vraiment envie d'en parler maintenant, alors que la France et l'Allemagne sont en campagne électorale. Donc, il faudra attendre au plus tôt la fin de l'année pour lever toutes ces ambiguïtés et y voir enfin plus clair dans cette relation UE-Turquie. Voilà, Isabelle Horry, vous nous parliez des observateurs internationaux et européens en majorité, donc qui ont contesté la validité de ce scrutin. Et bien ce soir, Erdogan leur répond, il leur conseille de rester à leur place. Il rejette en bloc toutes leurs conclusions. Merci beaucoup, Isabelle Horry, vous étiez en ligne en direct de Bruxelles.